Donc on arrivait à un monde où on doit se poser la question pourquoi en fait on a énormément d'émergence et de réémergence. Donc je prendrai essentiellement des exemples sur les maladies infectieuses. Hein. Je suis désolé, j'ai préféré focaliser sur ça. Où donc on va depuis le SRAS, mais on voit aussi bien le West Nile, on a vu, et très récemment le H1N1, sans parler de la grippe aviaire, ou sans parler même très récemment encore de cette nouvelle souche de bactéries Escherichia coli qui a pu contaminer les systèmes de santé et nous effrayer. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les 40 dernières années? En fait, si on revient dans fin des années 60, le responsable de la santé des États-Unis, le chirurgien général, déclarait à l'OMS que maintenant c'était fini. Il n'y avait plus besoin de s'occuper, on avait vaincu les maladies infectieuses et qu'on pouvait passer maintenant vers d'autres types de maladies, c'est-à-dire toutes les ressources publiques de santé qui devaient partir vers d'autres problèmes tels que les maladies cardiaques. Et cependant, on s'aperçoit, donc là c'est un papier qui a fait assez grand bruit dans Nature il y a 3 ans maintenant, Bart Jones, une grande revue, qui nous a montré l'influence des maladies infectieuses émergentes de 1940 à 2004, qui nous montre une augmentation déjà considérable du nombre d'émergences de maladies infectieuses et qui touche principalement, et c'était ça la surprise, les pays développés. Et qui touche en même temps les grandes villes, et qui touche les pays développés ou les grandes villes du Sud, mais essentiellement des pays développés. Donc ça posait vraiment quelques types de questions, et ça touche par exemple, si on prend l'exemple, très récemment, puisqu'on a eu un exemple local avec de la presse de la Provence qui nous parle de l'épidémie de dengue et de chikungunya de l'année dernière, donc deux maladies tropicales, venues grâce aussi à un insecte tropical qui s'est installé en région méditerranéenne, dont l'insecte en tout cas a bien commencé à coloniser le sud méditerranéen. Donc, d'où vient tout ça? Et quand on regarde aussi au niveau européen, donc si on reprend une base de données assez conséquente sur les maladies infectieuses, on s'aperçoit qu'au niveau européen, on a une augmentation depuis les années 40 jusqu'aux années 2010 du nombre de maladies infectieuses et du nombre d'épidémies, quelles qu'elles soient, pas forcément réémergentes, au cours du temps. Donc on doit en fait trouver les causes. Alors il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, mais essentiellement des travaux de revue. Travaux aussi fondamentaux, qui pointent différents types de causes, qui sont des types de globalisation, d'échanges commerciaux. Je pense que le SRAS, l'épidémie qui était partie de Hong Kong, qui était parfaitement liée avec une personne pouvant circuler très rapidement. Maintenant, on le sait, 24 heures suffisent à une personne n'importe où dans le monde pour rejoindre n'importe quelle autre place de la planète. Donc on a une capacité de déplacement de façon très importante. Pas simplement les humains, donc on peut transporter des maladies avec nous, mais aussi les animaux ou les plantes. On a parlé des animaux à plusieurs reprises, donc et c'est vrai, 60% des maladies humaines sont partagées avec les animaux, ou sont d'origine animale, et 70% des émergences sont liées aussi aux animaux, avec la faune sauvage et aussi évidemment la faune domestique. Je pense que le H1N1 en est un bon exemple. Là-dedans aussi, c'est les résistances aux antibiotiques très importantes qui affectent. Alors, antibiotiques, et on reparlera donc avec Mylène sur les aspects aussi de pesticides. C'est un peu toutes les actions qui sont faites pour pouvoir contrôler à la fois les vecteurs ou à la fois les agents pathogènes qui en fait sont prises dans la spirale évolutive et dans la course aux armements, donc avec des résistances qui se mettent en place. Et alors évidemment des grosses causes un peu globales aussi pareil, changement climatique, qui a certainement aussi des influences ou qui vont avoir de plus en plus d'influences, et les changements de biodiversité. Alors la faune sauvage, justement, je prendrai 2 exemples, c'est ce qu'elle est responsable et ce qu'elle est victime, et ça aussi c'est un problème aussi de communication. Je pense que j'avais repris cet exemple d'une grande revue médicale britannique, et donc avec l'image qui a été mise sur cette revue, donc de 2005, Walk on the White Side. Donc on est en train de faire les émergences liées à la faune sauvage et évidemment présentant la biodiversité sur son aspect le plus menaçant. Donc où la biodiversité peut être effectivement une source de menace pour les problèmes de santé aussi bien animales que publiques. La faune sauvage aussi, mais victime. Donc on en a déjà discuté avec par exemple Ebola qui a décimé aussi beaucoup de populations de gorilles. Mais si on regarde la dissémination des résistances aux antibiotiques chez les bactéries,
Donc il y a un papier qui était sorti au moment de l'année polaire qui avait démontré que pratiquement des résistances à tous les antibiotiques étaient présents chez les animaux antarctiques qui a priori n'étaient pas quand même soumis à l'antibiothérapie. Mais ce qui veut dire que ça circule. Les antibiotiques, les antibiorésistances circulent et circulent au travers de la faune sauvage et peuvent affecter aussi la faune sauvage. On a parlé aussi des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est le vu du côté de la santé, mais vu du côté de la biodiversité. Donc, nous avons effectivement à avoir ces chiffres en tête, qui sont de plus en plus maintenant affirmés, concrétisés. Nous avons un déclin mondial des populations animales, végétales aussi. Et alors, si on regarde donc le graphique qui est plutôt sur la gauche, qui est issu du programme STOCK de suivi des oiseaux communs du Muséum d'histoire naturelle, donc est un programme participatif avec de nombreux citoyens qui participent à la collecte de données sur les oiseaux, on s'aperçoit que tout ce que sont les espèces d'oiseaux généralistes, forestières ou d'habitats agricoles sont en déclin. Et en fait, ce sont que les généralistes qui sont en fait favorisés dans notre monde. C'est-à-dire que la mondialisation favoriserait aussi, les changements d'habitat favoriseraient plutôt les généralistes que les spécialistes. Donc tout ça, en fait, doit aussi se repenser donc, dans l'expertise collégiale qui avait lieu en 2005 dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Donc un très gros effort d'expertise a été mené par de très nombreux scientifiques, donc plus d'un millier, autour de grands noms autour de scientifiques, sur l'état des écosystèmes. Alors, ce qui était assez remarquable dans ce bilan qu'on peut télécharger sur Internet, c'est que non seulement il y a une revue de l'état des écosystèmes, donc avec des chiffres comme 60% des écosystèmes seraient dégradés, que les écosystèmes dégradés sont aussi des sources de conflits pour les ressources, et qu'aussi en même temps, qui rentrait dans le cadre nouveau des objectifs du millénaire pour le développement, que la réduction de la pauvreté est directement reliée à l'état de ces écosystèmes et directement reliée à l'usage durable des ressources vivantes. Ça, c'était un des messages. Mais je crois que le message aussi le plus important qui était fait, c'était sur ce schéma qui paraît un peu compliqué en haut et qui représentait en fait une autre façon de regarder les écosystèmes. Écosystème, donc c'est la biodiversité. La biodiversité à ses différentes échelles, des gènes justement à ces écosystèmes, des populations, des espèces. Mais en fait, on replaçait vraiment l'humain au sein de ces écosystèmes, c'est-à-dire l'humain qui pouvait aussi avoir des valeurs et des services rendus par les activités de ces écosystèmes. Et donc à partir de cette vision sur ces écosystèmes, une division entre différents types d'écosystèmes, de services rendus par ces écosystèmes, qui sont des services de provision. Les services de provision, c'est la nourriture, c'est l'habillement, c'est le bois, c'est le chauffage, et c'est aussi des services de régulation, et c'est des services de culturel, d'esthétique, qui veut dire aussi que la biodiversité des écosystèmes, ça nous rend ces services de bien-être. Et alors, dans les services de régulation, très rapidement, a été mis les services écosystémiques assurant la régulation de la santé. Paradoxalement, les indicateurs liés, et notamment les travaux reliés sur les relations services écosystémiques de santé et santé, sont relativement ténus en termes de recherche scientifique. On a quand même des travaux, je dirais, sur l'agronomie. L'agronomie, depuis très longtemps, a montré, ou les travaux, en tout cas, avec l'agronomie, on avait une très bonne relation entre diversité agronomique et résistance aux plantes. Mais effectivement, on est très difficile, l'agronomie, pendant les 50 ou même peut-être les centaines d'années d'agronomie, c'était plutôt une réduction de la diversité biologique pour pouvoir en fait maximiser au maximum la production. Et donc, effectivement, cette maximisation de la production s'est fait souvent au détriment, ou on favorisait les problèmes de lutte, en tout cas favoriser les problèmes de lutte contre les pathogènes. Par contre, c'est tout à fait nouveau de regarder ces problèmes de santé, et notamment humaine. Alors, il y a quelques liens, quelques pistes, en tout cas, et je pense qu'on aura au moins 2 personnes à nous présenter. En tout cas, Michel certainement nous présentera ces aspects-là. Quels sont les liens entre biodiversité et santé ? Nous avons quelques liens, en tout cas, de type corrélatif, qui ont l'air de nous démontrer qu'une forte diversité en espèces pouvait permettre un effet de dilution des pathogènes au sein des communautés animales. Donc ça, c'est un exemple qui a été fait sur la maladie du West Nile aux États-Unis, où on montre clairement que des endroits avec une forte diversité d'oiseaux est complètement corrélé avec une faible prévalence de la maladie chez les humains. Le mécanisme en lui-même est encore sujet à caution, mécanisme écologique et biologique qui permet de l'expliquer.
Et je vous engage à regarder l'article très récent de Benjamin Rush qu'on peut voir sur le site de la Société d'écologie de France. Alors je pense qu'on est avec maintenant à discuter entre nous. On n'est pas simplement qu'entre scientifiques, on est aussi avec des citoyens, on est avec des ONG, des organisations importantes, on est avec des politiques qui sont en charge de la santé, on est avec des praticiens. Et je crois que toute une partie de ce qu'on a dit, on a besoin de travailler encore dessus, mais que toute une partie est déjà admise. Donc il faut aussi savoir maintenant, en tant que scientifique, de notre côté, que faire. C'est-à-dire vers où on doit aller. Si j'ai essayé de reprendre quelques petits items, au moins 3 items qu'on pourrait discuter à un moment donné, on a beaucoup de choses sur les santé environnement, on met le thème santé biodiversité en évidence. Je pense qu'il faut faire certainement un état de la recherche sur les aspects santé biodiversité. C'est vraiment, on en est où? Que faut-il faire? Et qu'on ait fait un bilan et des propositions d'action là-dessus. Et je pense que c'est aussi parce que ça touche à tellement de domaines, de la santé animale, santé végétale, santé humaine, que si les scientifiques et les différents acteurs de ces domaines-là ont besoin de discuter. On a besoin de scénarios pour la santé. C'est-à-dire que aussi bien la recherche, mais les politiques et je crois aussi les citoyens qui sont totalement impliqués ont besoin de ces scénarios pour prévoir et optimiser des politiques et des attitudes par rapport à la santé. Ces scénarios, ils commencent à exister fortement pour le changement climatique. On pense au GIEC, c'est ce que les gens travaillent. Ils commencent à exister pour la biodiversité. Donc on pense évidemment grâce à l'action de la FRB en termes de scénario de la biodiversité, mais on pense aussi avec la construction du GIEC de la biodiversité, l'IPBES. On a besoin aussi, on commence aussi à développer des scénarios sur l'usage des terres. Ça c'est fait depuis pas mal d'années avec la Commission européenne. Ça aussi, c'est comment on intègre ces scénarios. Comment on intègre des scénarios, c'est-à-dire que ce n'est pas que des modèles scientifiques, c'est des scénarios, c'est-à-dire qui doivent accompagner, qui doivent être explicités. Et on a besoin aussi d'une troisième chose, entre autres, c'est quelle surveillance, quels indicateurs, quels observatoires. C'est-à-dire qu'on a parlé des agences sanitaires, mais les agences sanitaires sont relativement bien développées pour certains aspects. Sur les aspects santé végétale, c'est pas si clair que ça, c'est pas si important que ça. On a aussi des aspects de surveillance vétérinaire. Je pense qu'on a aussi tout un pan à relier entre la surveillance, entre l'humain, l'animal et la végétale, et certainement en train de le penser au service écosystémique. Et je pense que dans la chance que nous avons en France, c'est d'avoir aussi tout un ensemble d'institutions qui sont mises en place, la Fondation de recherche sur la biodiversité qui sera présente dans une des tables rondes, le GIS le climat et société qui fait partie d'un ces GIS scientifiques qui réfléchissent sur les changements climatiques mais qui mettent en évidence la santé. Nous avons les GIP Ecofort, nous avons le GICC, nous avons tout un ensemble d'acteurs qui en fait sont les sources premières de pouvoir en tout cas réfléchir sur ces états de la recherche santé et biodiversité. Alors la ministre était très agréablement, bien aimé. À un moment donné, qu'elle a parlé de cette initiative qui s'est mise en place, le One Health ou le One World One Health. Donc une planète, une santé, sachant qu'au départ que cet concept qui a été initié, encore une fois, par une association non gouvernementale, par une ONG, la Wildlife Conservation Society, qui est issue du zoo du Bronx, et qui en fait a été la première à annoncer ces problèmes d'épidémie du West Nile, qui faisait une mortalité très importante dans le zoo du Bronx et qui a commencé à toucher la population humaine et qui en fait désespérément le veto du zoo du Bronx essayait d'alerter les politiques sanitaires sans qu'il y ait vraiment de réponse. Il a fallu qu'il y ait les premiers morts pour que ça puisse répondre. Ça a été un peu le déclic, et le déclic aussi en même temps de se dire qu'on pouvait très bien aussi réfléchir en termes de conservation et en termes de santé, même si le message n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que le message de la biodiversité et santé, c'est vrai qu'on a aussi un message, la santé source, la biodiversité source potentielle de danger pour l'humain, pour les plantes et pour les animaux. Et donc cette note conceptuelle tripartite qui a été faite, qui vient juste de sortir à Hanoï en 2010, l'année dernière, donc qui en fait renie les grandes agences internationales sur l'alimentation, la FAO, sur la santé humaine, l'OMS, et sur la santé animale, l'OIE, qui s'est fait en 2010, qui en fait, comme je repose ce que la ministre a dit, c'est vraiment partager les responsabilités, coordonner les activités de nature à maîtriser les risques sur la santé aux interfaces animal, humain, écosystème. Donc c'est quelque chose de vraiment nouveau. Je reviens d'Asie, j'étais pas mal, je travaille beaucoup en Asie. Aussi l'initiative qui vient de sortir en 2011, qui vient d'être signée, entre les ministères
de l'environnement, de la santé et de l'agriculture ont signé une note commune donc au niveau de l'État thaïlandais pour prendre en charge et développer le One Health. Alors c'est aussi peut-être un des appels en France, c'est souvent qu'on a des ministères, je crois qu'on a un bon soutien souvent du ministère de l'écologie, mais c'est vrai que les relations sont peut-être aussi à définir et à voir comment se fait entre les ministères de la recherche, de la santé, de l'écologie, de l'agriculture et de la santé. Donc, et pour finir, ça veut dire aussi nous faire réfléchir sur quel est le lien entre les humains et la biodiversité. Ces liens sont en fait, c'est les liens humain-nature. Donc, j'ai pas pu résister quand même à présenter. Je viens de Montpellier, donc le dossier Agropolis Biodiversité sur Montpellier, des sciences pour les humains et la nature que nous avons coordonné. C'était une réflexion assez importante qui a été faite, qui montre en même temps que toutes les activités scientifiques, des sciences humaines aux sciences intégratives sont mobilisées pour ces aspects, se retrouvent en tout cas sur des aspects de biodiversité. C'est aussi de montrer que l'importance des sciences citoyennes et aussi l'importance des politiques publiques dans cet aspect, des politiques gouvernementales là-dessus, pour faire le lien. C'est-à-dire que la santé, comme je disais, ou comme la biodiversité, c'est à la fois ces ressources durables, comme cette mosaïque romaine qui nous montre la Méditerranée telle qu'elle a été vue, source énorme de richesse et de nourriture. C'est peut-être un peu moins le cas. C'est aussi des milieux qui sont proches de nous, la Camargue, qui est un milieu entièrement façonné par l'humain, mais qui est en même temps un milieu de beauté pour nous. Donc c'est cette approche de cette biodiversité où c'est une approche, pour finir, qu'il faudrait éviter pour la dernière diapositive, qui serait en fait de regarder simplement la biodiversité comme étant un pur danger.